Alors, nous allons redémarrer, mesdames et messieurs, par ce panel de folie. Ah non, pardon, je reprends. Nous allons reprendre avec le programme 2. On va la refaire si vous le voulez bien. Il me semble que vous ayez perdu un peu la mémoire dans cette pause café. Mesdames et messieurs, nous reprenons cette deuxième table ronde tous ensemble en cette matinée avec ce programme de... Oui, légèrement mieux, 5 sur 20. La prochaine, ça sera meilleur. Alors, rebonjour. Bonjour aussi à Noël qui est connecté depuis un petit bout de temps. Navré, Noël, nous avons eu quelques minutes de retard, si ce n'est pas pour dire une vingtaine de minutes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce panel distingué avec la présence de Rim Benzina, Fatma Midani, Noël Boza qui est en ligne, Mohamed Jama et Imen Bendaou. Tour de table. Ah, vous voulez déjà applaudir, mais on n'a même pas encore dit quoi que ce soit. Attendez, calmez-vous. Donc, nous allons faire un premier tour de table très rapide pour qu'on puisse savoir justement ce que vous représentez, les entités dont vous allez nous parler aujourd'hui. Je démarre la session. Et en plus, on a beaucoup plus de femmes sur ce panel-là. C'est incroyable. On démarre avec Madame Rim. Enchantée, merci de l'invitation et merci d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la Blue Tech, moi, pas de la Green Tech, mais ça se rejoint, de la terre vers la mer, on va dire. Donc, je suis présidente de la Saison Bleue, j'ai d'autres casquettes bien évidemment, mais j'œuvre aujourd'hui pour la préservation du littoral tunisien, pour la promotion d'une économie bleue durable, et quand je dis durable, c'est vraiment aujourd'hui régénérative, c'est au-delà, et l'innovation a sa place, et elle a une place très très importante parce que c'est ce qui nous aide à lutter contre tout ce que vous voyez, la pollution, le changement climatique, à maintenir une bonne biodiversité, etc. Et je passe la parole pour ne pas être très longue. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Imen Bendaou. Je suis aujourd'hui avec vous pour représenter Future Island, qui est un laboratoire d'innovation ouverte en Tunisie, et CleanTech également, CleanTech 216. Je suis la chef projet de CleanTech 216, qui est un hub d'innovation digitale. Et justement, donc aujourd'hui, on parle d'innovation et d'innovation ouverte. Et voilà, donc c'est un petit peu, voilà. Merci, Imen. Bonjour, alors Mohamed Jmea, je suis Marketing Product et CSR Manager à Pluxee Tunisie Maroc. Alors, je représente l'entité Pluxee, anciennement connue sous le nom de Sodexo Avantages et Récompenses. Et je vais aujourd'hui vous parler de la digitalisation de Pluxee et notre nouveau produit, la carte multi, et un peu de Green Tech aussi. Merci. Fatma, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Fatma Mideni, donc je représente la startup Soul Planet. Soul Planet a vu le jour en tant que marketplace de produits sélectionnés sains et écologiques pour les individus, donc B2C, mais qui a évolué en tant qu'agrégateur B2B. Donc, on est un peu les orchestrateurs de la transition écologique pour les entreprises. On a plusieurs solutions d'économie d'eau, d'énergie, de reforestation, de végétalisation. Enfin bref, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on a évolué une troisième fois en tant que marketplace B2B2C pour que les entreprises améliorent leur impact via la consommation éco-responsable des employés. Donc voilà, je vais vous parler de plusieurs choses, dont la CSRD, les réglementations et comment justement les réglementations internationales en fait offrent une opportunité de business pour les green tech. Et puis voilà, et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Fatma. Et on laisse enfin la parole à Noël, qui a patienté. Merci beaucoup pour ta patience, Noël. Bonjour à tous. Alors pour ma part, Noël Boza, je suis le fondateur de la plateforme Zain, une startup française qui permet aux entreprises de pouvoir évaluer, piloter, structurer et reporter leur démarche ESG, RSE et impact. Et on a la particularité d'utiliser la technologie pour simplifier au maximum le temps qu'on va passer, les ressources qu'on va allouer justement à la collecte et au reporting, pour qu'on alloue ce temps ainsi compte vraiment, qui est l'amélioration de son impact sur l'environnement et la société. Et donc, on accompagne à peu près 7200 entreprises, notamment deux acteurs qui peuvent être intéressants dans ce débat. Le premier, c'est le gouvernement français. On est la plateforme choisie par le label Green Tech Innovation, qui est un label du gouvernement qui certifie entre 50 et 100 Green Tech françaises par an.
Et donc, on les accompagne, ce qui nous permet d'avoir un panorama assez précis de cet écosystème qui évolue constamment. Et on a également l'outil choisi par BPI France pour accompagner les 1200 participations, notamment tous les fonds à impact et les fonds Green Tech. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision assez vaste de ce que c'est qu'une Green Tech et la diversité de ces acteurs. Topissime. Merci beaucoup, Noël. Et d'ailleurs, j'enchaîne tout de suite avec toi sur ces premières interrogations autour de cette table ronde, donc numéro 2, qui a pour thème principal, bien sûr, le panorama Green Tech. Ici, l'idée, c'est de brosser un peu plus large, de voir les différents volets qu'on peut retrouver, notamment dans le cadre de la Green Tech. Par rapport justement à cet état des lieux, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les différents secteurs où la Green Tech, justement, joue un rôle crucial? On peut parler d'énergie, on peut parler d'agriculture, on peut parler de transport et ainsi de suite. Quels sont, selon toi, finalement, là où on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de développement ou de déploiement de Green Tech? Alors, c'est dans tous les secteurs, tout simplement parce que il n'y a pas un seul problème environnemental. On parle beaucoup du climat, mais c'est un des sujets. Mais il y a des problèmes environnementaux. On a le sujet des matières, on a le sujet de la pollution, on a le sujet des déchets, on a le sujet du transport, on a le sujet de la biodiversité qui est très important et malheureusement souvent oublié. On a le sujet du numérique, dont on a parlé, je crois, tout à l'heure aux anciennes tables rondes précédentes. Donc, le sujet, il est complexe parce qu'il est systémique. Et il n'y a pas une seule solution, une seule green tech qui va sauver la planète. C'est une multitude, c'est un système, un écosystème qui adresse l'ensemble de ces enjeux dans l'ensemble des secteurs. Alors après, il y a quand même un point commun, c'est que les green tech ont l'avantage, en tout cas la mission d'une green tech, c'est avant tout d'aider ses clients, à aider les gouvernements, les entreprises ou les personnes avant tout être plus sobre. Ça peut être plus sobre dans des consommations d'intrants, plus sobre dans des consommations d'eau, plus sobre dans les consommations d'énergie, ou plus sobre dans les process. Et donc, on va avoir deux grandes catégories de green tech. On va avoir les green tech plutôt industriels sur les procédés, dont le rôle va être de développer des nouvelles matières premières, des nouveaux processus ou des innovations industrielles. Et donc là, on va plutôt s'adresser en effet aux entreprises tout simplement industrielles ou agricoles. Et on va voir les green tech plutôt numériques qui ne vont pas proposer un remplacement de quelque chose, mais qui va plutôt proposer des outils technologiques qui permettent de simplifier des process, de réduire une charge de travail, du temps, des ressources allouées à des tâches RSE, ESG. Celles qui ont le plus gros impact en termes de green tech de manière globale, ça va être plutôt les green tech industrielles. Et donc, en effet, s'il y a une catégorie d'entreprises pour lesquelles les green tech ont un impact qui est quand même assez fort, c'est plutôt les entreprises industrielles et agricoles. Dès qu'on est dans le service, on peut avoir des gains d'efficience, on peut réduire un peu la consommation d'énergie, mais ça va être en quelque sorte un peu à la marge. Ça va être principalement numérique, énergie, bureau, transport. Là où les green tech peuvent apporter une véritable révolution, c'est plutôt sur les entreprises industrielles. Remplacer un intrant. Donc, quelques exemples. Sur l'industrie, les intrants, les procédés, on peut parler, par exemple, dans les licornes françaises, on a Insect, qui va proposer des intrants à base d'insectes pour l'agriculture, qui permet de remplacer la pêche divisée par un facteur alors 10 ou 15 de mémoire, les tonnes de CO2, mais aussi la consommation d'eau, la pollution qui est liée justement à l'agriculture. Mais ça se trouve dans tous les secteurs. Ça peut être Blablacar qui permet de rendre le transport en voiture plus sobre en limitant le nombre de véhicules sur les routes, donc d'optimiser le taux de remplissage des voyages. Ça peut être Ecovadis, qui est aussi assez connu, une licorne française également, qui permet de simplifier la relation entre les acheteurs et leurs fournisseurs sur tous les sujets ESG, et donc de pouvoir adresser plus de fournisseurs de manière plus large, au lieu de le faire sur des Excel et disons un petit peu à l'ancienne, de manière artisanale. Donc là, c'est plutôt un gain de procédé. Comme on peut parler de Telaqua, qui est une start-up qui développe des capteurs à destination de l'agriculture, qui permet d'irriguer uniquement quand c'est essentiel, qui permet de capter également quand il y a des fuites dans les systèmes. Donc, des green tech, il y en a des centaines qui apparaissent tous les mois dans le monde. Une partie de cet élan est liée au fait que la conscience des enjeux environnementaux est en train d'exploser en Europe, mais dans le monde entier.
Et l'avantage, c'est que développer des startups et des green tech, c'est aussi devenu de plus en plus simple, non seulement parce qu'il y a des pouvoirs publics qui peuvent apporter des ressources, mais également parce que les green tech sont basés sur la tech et que l'accès à la technologie, le développement de technologies, avec le temps, devient de plus en plus simple. Et une équipe de quelques jeunes, très facilement, peut innover, lancer une solution, une green tech, et très rapidement la mettre à l'épreuve du marché pour voir si on trouve ou non si on répond à un vrai besoin ou non. Et c'est ce qui D'accord. explique, voilà, les green tech sont partout. Et c'est une bonne nouvelle. Alors justement, en parlant de green tech un peu partout, tu évoquais le fait que parmi les deux typologies de green tech, donc industriel ou numérique, tu remarquais quand même qu'il y avait beaucoup plus aujourd'hui de green tech industriel, agricole, peut-être un peu plus, si on raccourcit le schéma, un peu plus sur le marché européen. Est-ce que cette tendance, elle est la même sur d'autres régions du monde? Par exemple, si on regarde un peu plus près ce qui se passe en Afrique notamment, est-ce que tu observes la même chose? Alors, c'est une tendance qui est mondiale. Déjà, parce que si on parle uniquement des ressources, les flux de ressources sont mondiaux aujourd'hui. Et quand on sait qu'il y a, pour énormément de matières premières, on a atteint des pics, que ce soit dans l'énergie ou que ce soit dans les intrants ou dans les matières premières, ce qui veut dire que aujourd'hui déjà, mais surtout demain, les entreprises qui seront les plus efficientes dans l'industrie, dans l'agriculture, seront celles qui seront les plus sobres. Il y a un chiffre qui est, alors pour le coup, purement français, c'est qu'une entreprise qui a mis en place une véritable transformation RSE, ESG d'impact, notamment dans sa chaîne d'achat et de ses procédés, est en général 13% plus compétitive que celle qui ne le fait pas. C'est un chiffre de France Stratégie qui date de 2016. Mais comme ces ressources sont mondiales, ça peut être partout dans le monde. L'accès au pétrole, il est mondialisé. L'accès au gaz pour faire des engrais agricoles, il est mondial. Donc, c'est un sujet qui est mondial. D'accord. Les green tech sont pas développés partout avec la même intensité. Oui. L'Europe est plutôt en avance, notamment parce que les pays et l'Europe de manière générale met beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources pour aider ces jeunes pousses à se développer. Mais Et c'est aussi grâce à la réglementation. c'est grâce à la réglementation, et je pense qu'on va parler dans un instant de Oui. la CSRD voilà, qui va arriver. Oui. Mais non, en tout cas, c'est mondial. Et l'adaptation de ces green tech n'est plus une option. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour sauver les ours polaires. Oui. C'est parce que ça fait sens au niveau business. Et ça, c'est une réalité qui touche les entreprises dans le monde entier. D'accord, je vois. Merci beaucoup, Noël. Justement, on évoquait différentes régions du monde et s'il y a bien quelque chose qui est présent un peu partout sur cette planète, c'est l'eau. Donc, je vais en profiter pour te passer la parole sur ce point-là, justement, puisque tu représentes l'un de ces volets, un volet qui est peu connu du grand public, mais qu'il est important d'adresser encore une fois aujourd'hui, la fameuse Blue Tech. Alors, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses enjeux? En quoi ça consiste? La Blue Tech, c'est vraiment l'innovation au service de l'océan, de la biodiversité, de l'énergie, mais tout ce qui concerne les océans et la mer. C'est focalisé pour pouvoir développer des startups, pouvoir développer des innovations pour protéger, préserver ce que nous avons de commun et le plus précieux, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît de l'océan? Rien. On a exploré Mars, on a exploré la Lune, on a exploré ce qui se trouve en dehors de notre globe Terre, mais ce qui était touchable, quoi, à 1 mètre de nous, on ne l'a pas fait. Et il faut savoir que nous respirons, que notre oxygène, 50% de l'oxygène vient des océans, que c'est une richesse aussi au niveau alimentaire, d'énergie également, et donc vraiment donner tout lieu à ces startups pour l'innovation, c'est capital. Aujourd'hui, quand on voit que les câbles sous-marins peuvent relier des continents et qui peuvent faire passer toutes les informations que vous avez, ben, c'est grâce aussi à cette innovation qui s'est intéressée, à la Blue Tech, qui s'est intéressée à ce sujet. Mais c'est encore mal exploité, on est très loin, on ne connaît que 10% de l'océan, je le répète. Et ces 10%, on pourrait en faire plus parce qu'effectivement, on voit des startups venir arriver avec des projets magnifiques
des projets pour préserver la biodiversité. Quand on voit qu'il y a des espèces invasives, et pour lutter contre ces espèces invasives, on a des jeunes qui vont nous dire, ben, nous, on consomme la carcasse, les écailles, on les transforme en produits pharmaceutiques, c'est très bien. Ouais. Quand on sait que de la robotique aussi est utilisée pour tout ce qui est bateau, pour étudier aussi les fonds marins, c'est très important. Tout est important dans la blue technologie. C'est un domaine encore nouveau, encore méconnu, mais qui gagne à être, on gagne à lui donner la visibilité, effectivement. Donc tout est à faire. Et on a ici en Tunisie des startups extraordinaires qui font déjà ce travail. Quand je pense à Cibod, quand je pense à Kitoprod et bien d'autres. Hein. Et donc, même pour lutter contre la pollution, aujourd'hui, on a des startups qui mettent en place de l'ingénierie pour capter la pollution dans des ports, l'étudier, lancer de la data. C'est vraiment la transformation de la data pour le citoyen, pour la ville, et comment on peut aujourd'hui aller au-delà de cette pollution et entrer ce concept dans l'esprit du citoyen. Tout se passe sur Terre. Et tout ce que vous faites, vous allez le retrouver plus tard en mer. Donc, rien que ça c'est capital pour nous. Ouais, d'où l'importance justement de regarder d'un peu plus près ce qu'on peut développer en termes de green tech dans le cadre de la blue tech. Merci beaucoup, Rim, pour cette précision. Justement, on parlait du principe que les réglementations peuvent parfois être un véritable booster pour ces fameuses green tech. Et qui de mieux que Fatma pour nous expliquer à quel point la réglementation peut nous être utile, puisque tu l'évoquais. En fait, quand je parle de la CSRD, j'ai l'impression que c'est une sorte de menace qui plane, tu sais, comme sur Harry Potter avec les méchants au loin. Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui, la réglementation CSRD ? Alors, pour répondre à cette question, je vais partager un peu mon expérience sur comment j'ai découvert la CSRD et comment j'ai compris que c'était vraiment une opportunité pour nous. Donc, l'aventure Solar Planet a commencé par l'envie de construire et de bâtir le monde dans lequel on a envie de vivre, en fait, d'être acteur de ce changement. Et pour arriver à ça, il y a eu une prise de conscience il y a plusieurs années, il y a plus de 8 ans. Et je n'étais pas la seule à avoir eu cette prise de conscience, heureusement. Quand on a commencé à travailler sur ce qu'on fait, on nous voyait un petit peu comme des mignons, gentils, qui font de jolies choses, qui vivent un peu dans le monde des bisounours. On nous disait, oui, mais vous n'allez pas changer le monde. Enfin bref, on va continuer à consommer des produits industriels hyper toxiques et c'est comme ça. Sauf que ces mêmes entreprises qui disaient ça de nous, aujourd'hui, nous font appel à nous et nous disent qu'ils ont un besoin vital, qu'ils risquent de ne plus exister, parce que s'ils ne sont pas conformes à ces législations, eh ben, ils vont mourir. Alors, la CSRD, c'est quoi? Déjà, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont obligées d'éditer des rapports ESG, et pas que, mais aussi d'améliorer, de montrer via ces rapports qu'il y a une diminution, une amélioration de l'impact d'année en année. En Tunisie. Alors, en Europe, et on parle de 50 000 entreprises touchées directement par la CSRD en Europe. Et vous allez me dire, oui, mais bon, on est en Tunisie, pourquoi ça va nous toucher? Eh bien, si, ça nous touche. Et il y a 3 000 entreprises, plus de 3 000 entreprises, des multinationales, entre autres, directement touchées par ça en Tunisie. C'est énorme, 3 000 entreprises. Mais il n'y a pas que la CSRD. Il y a la CSRD, il y a d'autres législations qui touchent les sociétés cotées en bourse, qui touchent les sociétés exportatrices. Donc, les sociétés tunisiennes qui exportent en Europe ou ailleurs, elles doivent être conformes à ce genre de législation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas conforme? Si on n'est pas conforme, alors, il y a des pénalités légales qui peuvent arriver. 2, la réputation. Quand on parle de réputation, on ne parle pas seulement de com, on parle de réputation chez nos acheteurs. Oui. Parce que le principe de la CSRD et son but, c'est de toucher toute la chaîne de valeur. Donc, si une entreprise dit non, moi je ne veux pas être conforme, je vais continuer à faire ce que je fais, eh ben, elle risque de ne plus avoir de clients. Parce que son client, pour qu'il soit conforme, il faut que son fournisseur soit conforme à cette législation. Donc, vraiment, c'est toute la chaîne de valeur qui va être touchée. Et aujourd'hui, c'est vraiment un besoin vital pour les entreprises d'améliorer son impact. Donc, pour nous, c'est du pain béni, c'est une opportunité de business incroyable parce que du coup, maintenant,
on nous entend, on nous écoute et on achète de chez nous. Et ça, c'est pas Chez vous, chez sous Soul Implant, sous exactement. l'Implant. Mais en travaillant justement, en allant voir les entreprises, on s'est rendu compte que pas toutes les entreprises ont mis en place ce genre d'initiative pour respecter justement la CSRD. D'autres, comme Pluxee, voilà, qui sont présents aujourd'hui, en fait, ça fait partie de leur culture depuis très longtemps et ça fait partie d'une culture de performance globale. Parce qu'avoir un impact positif sur la santé et la planète et la société, parce qu'on ne parle pas que de green, on parle de la société, de l'aspect social et sociétal aussi. Oui. Et en fait, une entreprise qui veut vraiment réussir et durer dans le temps, en fait, elle va investir dans l'humain, dans le système dans lequel elle vit, dans les communautés dans lesquelles elle vit. Et en faisant ça, elle se rend compte aussi qu'il y a des bénéfices et des profits incroyables économiques. Parce que quand on améliore l'impact, par exemple, une des solutions qu'on vend, c'est une solution d'économie d'eau. Ben, quand on va économiser plus de 80% de sa consommation d'eau, on va payer moins, la facture de la sonnette va être beaucoup moins chère. Également, quand on investit dans l'humain, l'humain, il va donner en retour. Donc vraiment, on parle d'une performance globale de l'entreprise et ça, c'est ce qu'on a vu chez les entreprises qui réussissent et qui font appel à nous, pas juste pour être conformes à la CSRD, mais parce qu'ils voient dans ça vraiment un outil de croissance vraiment important. Voilà. D'accord. Et justement, tu évoquais Soul Implant ou encore Pluxee. Comment aujourd'hui vous agrégez finalement différentes typologies de green tech autour de vous? Alors, Soul Implant, encore une fois, nous, on utilise le customer-centric approach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne crée pas des produits pour créer parce qu'on a une idée, mais vraiment, on va écouter le consommateur. Ça a commencé par le B2C. On a écouté le besoin des individus qui disaient, nous, on a envie de consommer des produits responsables, mais on n'a pas envie de se casser la tête à lire des étiquettes, voilà, on a envie de tout trouver sur une même plateforme et savoir que c'est clean, que c'est green, qu'il y a un impact sur ma santé et qu'on est en train de pousser l'économie locale. Parce que nous, on a beaucoup de 95% de nos fournisseurs, c'est des micro-business et 90% d'eux, c'est des femmes. Donc vraiment, on est en train de pousser l'économie locale. Donc ça, c'est comment on a commencé avec le B2C. Ensuite, quand on a commencé à avoir des entreprises qui sont venues vers nous, on a encore une fois fait ce travail de mettre ces clients au milieu pour comprendre le besoin. Et là, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, nous, notre problème, alors, on a envie de faire les choses, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où trouver ces solutions-là, et surtout, on n'a pas envie d'être des testeurs. On a besoin que ce soit approuvé. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, on a pris cette responsabilité parce qu'on a plutôt un bon network. Machallah. Et donc voilà, on a pris cette responsabilité de devenir agrégateur de solutions. Ça simplifie la vie de l'entreprise. On va l'avoir, on déroule tout le portefeuille de solutions et de produits qu'on a et c'est beaucoup plus simple pour elles. Surtout que les entreprises, leurs process vraiment sont hyper lents. Surtout les grandes entreprises, c'est des paquebots pour prendre une décision. Alors là, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est prendre des rendez-vous start-up par start-up, ça dure une éternité. Du coup, nous, on a vraiment facilité et accéléré cette transition. Et on ne s'est pas arrêté là. Parce que, donc, on a fait ça. On a fait notamment ça avec Pluxee, qui est un de nos meilleurs clients et qui achète tout de chez nous, vraiment. Et par la suite, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on veut aller encore plus loin. Et aujourd'hui, nous, on veut vraiment démocratiser ce style de vie sain et écologique. On a envie que ça soit là, normal, qu'on revienne à nos traditions d'avant, de consommer local, de consommer des produits pas transformés, d'être le plus proche de la nature possible. Et quand on a demandé aux individus, et aux entreprises aussi, comment on peut faire ça, les individus nous ont dit oui, mais ça coûte cher quand même, ce genre de produit. Oui, nous, on a envie, mais il y a une réalité, il y a une inflation, ces produits coûtent cher. Du coup, on s'est dit, on va mixer le besoin de ces individus de consommer de manière éco-responsable et le besoin des entreprises d'améliorer leur impact. On a mixé les deux. Et on a créé la plateforme Premium, donc de notre marketplace, où l'entreprise paie un abonnement pour que son collaborateur ait accès à des produits tels que des produits alimentaires, cosmétiques, enfin bref, des produits tous les jours, à prix réduit, parce que l'entreprise paie un abonnement. Donc là, alors là, les employés sont hyper contents parce qu'on améliore leur pouvoir d'achat sur des produits vraiment de très bonne qualité. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle y gagne?
vu qu'on est en train de calculer l'impact de tous nos produits en termes d'émissions CO2, volume d'eau consommée, job créé aussi, parce que comme je le disais, on travaille avec beaucoup de micro-business, eh ben, l'entreprise améliore nettement son impact via la consommation de ses employés, sans parler du fait qu'ils sont hyper reconnaissants. C'est un avantage employé très important qu'on donne. On améliore la productivité et on diminue les jours de congé parce que les gens sont en meilleure santé. Et oui, surtout que ça peut aussi adresser le volet de la RSE qui est très important au sein des entreprises. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on évolue. Pluxee nous aide beaucoup dans ça parce que, bien évidemment, qui mieux que Pluxee, anciennement appelé Sodexo, avec un réseau énorme. Et là, je laisse Mohamed parler. Non, mais je t'ai l'air tellement bien parti. Fais le pitch de Alors, Mohamed, c'est un avatar, en fait, mais la voix off et je ne va pas être ici. Non, mais oui, c'est une belle transition. Ça, je vais passer la parole à C'était ma prochaine victime, intervenant, pardon. Donc là, l'idée, c'est justement de faire un petit focus sur Pluxee parce que tu évoquais l'importance aussi pour certaines entreprises un peu traditionnelles, entre guillemets, qui sont passées à la digitalisation de leurs services, notamment pour répondre aussi un petit peu mieux à la transition écologique actuelle, mais aussi en développant davantage de services et non pas uniquement la partie carte resto. Donc, je te laisse en dire un peu plus sur le sujet, puisque peut-être que certains… D'ailleurs, on peut poser la question, je fais pour toi. Qui connaissait Sodexo? En levant la main. Et qui savait… Gardez la main levée, j'ai pas fini. Qui parmi vous savait que c'était devenu Pluxee? Ok. Donc, tu vois, tu as encore un peu de marge de communication. Donc, savez-vous, mesdames et messieurs, que Sodexo est devenu… Sodexo Tunisie et Maroc, c'est ça? Est devenu Pluxee? Alors, le changement, en fait, c'est un changement international, c'est un rebranding international pour l'activité avantages et récompenses de Sodexo. Donc Pluxee, l'entité avantages et récompenses, elle a quitté le groupe Sodexo pour être autonome. Et aujourd'hui, Pluxee International est coté en bourse à l'international et elle compte plus de 30 pays filiales, dont la Tunisie et le Maroc que je représente aujourd'hui. Et donc, les challenges en fait, du groupe, en fait, Pluxee, c'est un challenge double. Je tiens à souligner ces challenges-là. Il y en a tellement, mais je vais essayer de faire un focus sur ces deux challenges-là. C'est la digitalisation en premier et le développement durable, pas en second, mais aussi. Et la digitalisation, en fait, l'outcome de la digitalisation, c'est certainement, il y a beaucoup de bienfaits côté écologie et environnement, parce que d'aller du support papier au digital, c'est très écologique, c'est très environment friendly. Et aujourd'hui, en Tunisie, malgré le fait qu'il n'y ait pas de réglementation incitative à la digitalisation, mais on est persévérant et on voudrait cannibaliser le chèque par la carte carrément. On est en train toujours d'offrir, de proposer le chèque, vu que le marché le demande, mais aujourd'hui, on privilégie la carte qui a beaucoup d'avantages, notamment du cashback, la traçabilité, l'écologie, parce que notre carte aussi, elle est faite en RPVC, le Recycled PVC, donc même la matière, le support, il est écologique, et mis à part le fait qu'il n'y aura plus de papier. Donc, c'est très écologique d'un point de vue environnement. Voilà, donc notre carte aujourd'hui, elle compte 3 services, parce que nous, on offre aujourd'hui 3 services. Si on va offrir d'autres services, ça va incorporer. Donc, ça va être sur la même carte. Donc, c'est une carte multiservice. Oui. Donc, via l'application, on peut gérer notre solde, suivre les transactions, etc. Donc c'est une solution en fait très pratique pour les entreprises d'un point de vue logistique, parce qu'on commande en ligne facilement sans qu'il y ait de livraison derrière et de voitures qui emmènent les carnets, etc. Donc, c'est beaucoup plus environment friendly. Et de l'autre côté, d'un point de vue user experience, l'utilisateur final a beaucoup plus de facilité à utiliser une carte qu'un chèque ou traîner avec 3 carnets différents de 3 services différents, avec le risque de perte, avec le traitement derrière qu'il y a en matière de papier, etc. Donc grâce à cette digitalisation-là qui a un impact business, il ne faut pas oublier que toujours les entreprises cherchent la plus-value et cherchent le business, mais en même temps, ça a un impact
positif d'un point de vue environnemental. Donc désormais, vous n'adressez plus les entreprises uniquement avec le bien-être des collaborateurs à travers cette carte restaurant, mais aussi par l'approche green de cette carte digitalisée. Absolument, parce que cela va de soi que ces services-là contribuent à la qualité de vie des salariés. Ouais. C'est des outils de motivation par excellence, mais tout le monde le sait pratiquement, toute entreprise intelligente, entre guillemets. Mais par rapport à l'aspect… Il y en a plein en Tunisie, oui, des entreprises intelligentes. absolument. Et par rapport au volet éco-responsable, aussi, les entreprises accordent beaucoup d'intérêt à cet aspect-là. Et donc, pour être conforme, pour être moderne Oui. aussi. Et en parlant de modernité, justement, et d'être dans l'air du temps, comment vous faites le lien entre Soleil Planète et Pluxee? Alors, aujourd'hui, Pluxee a pour objectif de soutenir la communauté locale, les startups qui sont dans l'innovation, dans la green tech, dans le développement durable. Et aujourd'hui, avec Solar Planet, c'est un partenariat périn qu'on cherche. C'est un partenariat à long terme de conseil, d'évolution. Donc, c'est du win-win. Ça nous permet d'améliorer notre bilan carbone d'un côté. Et ça permet à Solar Planet d'enrichir l'offre, d'avoir plus de feedback, parce que le feedback aussi, c'est très important pour les startups. Et il y a aussi une mise en relation avec d'autres startups que Solar Planet nous permet. Aujourd'hui, on a fait affaire avec WhatNow sur un partenariat grâce à Solar Planet. On ne connaissait pas la startup et c'est Solar Planet, grâce à ce rapport de confiance, qui nous recommande les partenaires qui sont de confiance et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et justement, si on part sur la solution WhatNow qu'on a entendu juste avant, est-ce que vous avez déjà une première empreinte, résultat, mesure d'impact que vous pouvez partager avec nous? Honnêtement, on vient de mettre en place, on vient de mettre en place la solution. Donc, c'est tout récent, absolument. Donc, on n'a pas réellement de résultats, mais certainement, ça viendra. Nous sommes une entreprise de service, on n'est pas une entreprise qui consomme beaucoup d'énergie et d'électricité, mais on tient à améliorer notre bilan carbone d'une façon efficace. D'accord. Et demain, potentiellement, on pourrait également retrouver dans cette fameuse agrégation de différentes green tech aussi des startups issues de la blue tech. Est-ce qu'il y a déjà un pont créé entre vous? Pas encore. Créons-le maintenant ensemble. On va le créer tout de suite. Vous voulez qu'on ramène un papier à signer Donc, non, il va falloir suivre les procédures quand même. Hein. La CSRD. Donc, OK, je vois. Donc, potentiellement, finalement, vous avez la possibilité dans les green tech de pouvoir agréger tous les volets, donc que ce soit la blue tech ou un peu dans les mêmes typologies qu'évoquait tout à l'heure Noël, que ce soit l'industriel, le numérique, l'agricole et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si une entreprise, parce que je sais qu'il y a des corporates parmi nous, si une entreprise ne sait pas par où commencer, comment développer des solutions avec les green tech ou incorporer ces green tech en son sein, on peut se diriger vers toi et on peut également se diriger vers toi puisque tu as ce schéma, entre guillemets, ce process d'open innovation que tu représentes aujourd'hui. J'avais une question par rapport à ça puisque finalement, la collaboration entre les corporates et les startups, elle peut prendre plusieurs formes. Généralement, on l'observe sous le cadre de l'open innovation puisque ça permet aux corporates justement d'aller un peu plus vite sur certains process. Aujourd'hui, comment tu pourrais nous dire comment l'open innovation, elle peut permettre justement d'accélérer les progrès dans le domaine de la green tech? Merci beaucoup pour votre question. Donc justement, j'aimerais tout d'abord commencer par une définition conventionnelle et notre définition de cette collaboration qui va prendre la forme justement de l'innovation ouverte. Ouais. C'est un concept, je pense qu'à Future Island, on est vraiment, on a de la passion pour ce concept et pour cette approche aussi, parce que c'est une approche basée justement sur le partage des expertises, des connaissances et le partage justement. Donc là, par exemple,
à Cleantech 216. Oui. Qui sommes-nous? Pour ceux et celles qui ne savent pas déjà qui sommes-nous, nous sommes un hub d'innovation digitale, DIH, et on est soutenu par Digital Africa et on fait l'accompagnement vers la transition, la Twin Transition, Digital and Green Transition pour les entreprises. On le fait pas directement, on le fait directement à travers les expertises internes de la structure, mais aussi on fait ça à travers nos experts et nos startups. En Tunisie? Oui, en Tunisie. On a commencé depuis 8 mois. On a organisé notre première first forum. Voilà, donc en avril, the African Clean Tech Congress, là où on a accueilli justement des acteurs de l'écosystème green en Tunisie et en Afrique aussi. Il y a plus de 5 pays représentés. On est aussi nous-mêmes, parce que justement là, on parle d'un réseau, on fait partie d'un réseau international et africain aussi. Donc, comme AidNet, voilà, donc on a vraiment notre network. Et si on n'a pas de l'expertise nationale, on essaye de matcher justement, parce que là, le concept, donc là, c'est du matching. On fait le matching entre startups, entreprises, on fait le matching entre entreprises, experts. Et concrètement, on a commencé en novembre, je pense, notre première cohorte des 3 entreprises qui ont été sélectionnées, et ce sont des PME de grande échelle en Tunisie qui nous ont fait confiance et qui ont entamé leur processus d'accompagnement de transition vers une transition digitale et verte. Et justement, la question là, une entreprise, la question qui se pose, si on veut faire une transition, on a besoin d'une adresse. Et donc, nous sommes positionnés comme adresse, justement, pour accompagner. Et on va très prochainement, après, il y a de la demande. Il y a aussi, lorsqu'on fait on présente des services pour une entreprise, il y a d'autres demandes qui se manifestent. Donc là, on fait appel à nos experts. Donc, on est un hub, et donc on est très... comment dirais-je, on veut accueillir des membres, et il y a un membership form that you can access on our website. Et voilà, donc justement, je m'excuse pour l'anglais, je suis anglophone à la base. Pas de problème. Voilà, we understand very much. Voilà. Donc, justement, et là, pour répondre à votre question directement, donc là, qu'est-ce que justement l'innovation ouverte permet aux entreprises? C'est déjà, ça favorise l'intelligence collective, comme l'exemple, donc là, on a besoin l'un l'autre. On ne peut pas posséder toutes les connaissances, on a dans un écosystème, et là, l'essentiel, c'est arriver à un résultat commun, à une vision commune. Et donc là, c'est la réflexion collective qui favorise l'intelligence, et les idées sont plus riches si on pense collectivement. Donc, ça permet déjà ça. Ça permet aussi la réduction des coûts. Donc, aujourd'hui, on parle des coûts réduits parce qu'on est dans un même processus. Et si on est dans un même processus, il y a des négociations qui vont se faire. Il y a aussi une vision d'aller vers la même direction. Et cette vision rend justement les coûts plus moins. On est aussi dans l'anticipation de marché. Donc, on anticipe justement ce qui va se passer au lieu de réagir au bouleversement qui se passe entre-temps. Donc, ça permet de survivre les perturbations économiques
d'avoir des idées en fait pour des produits très innovants et participer à cette réflexion. Parce que je pense que dans un hub, on répond aux besoins, mais aussi on crée des besoins et on essaye de s'adapter à ce qui se passe, mais aussi de aussi prévoir ce qui va se passer. Voilà, donc ça, c'est à peu près. Je comprends. Merci beaucoup. Justement, ce qui est intéressant dans vos différents témoignages, c'est que ça rassure peut-être aussi sur 2 points. Le premier, c'est qu'on se rend compte que quand on développe une green tech, ce n'est pas forcément évident dans un premier temps de trouver peut-être son marché ou de se positionner vis-à-vis de plusieurs clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'en vous écoutant, on voit bien qu'on a la possibilité déjà de s'appuyer sur des acteurs comme vous, à la fois pour être accompagné selon le volet qu'on adresse, mais aussi pour venir nourrir notre pipeline, puisque on voit que vous amenez, que ce soit à travers l'Open Innovation ou à travers Soul & Planet, vous amenez aussi des clients à ces green tech-là. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la réglementation et de cette fameuse menace, toute entreprise qui souhaite aujourd'hui changer les lignes en Tunisie ou ailleurs, mais surtout en Tunisie, on se rend compte qu'on a déjà les réponses et on a déjà les cabinets ou les entités qui peuvent nous accompagner, quel que soit l'angle qu'on souhaite approcher, que ce soit la Blue Tech, que ce soit la Green Tech, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment rassurant parce qu'au final, on se rend bien compte que la Green Tech, ce n'est pas juste qu'un libellé, ce n'est pas juste un buzzword. Il y a tout un écosystème viable en Tunisie qui ne cesse d'évoluer. Donc, bravo en tout cas pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Je vous laisse peut-être un petit mot de la fin pour clôturer cette table ronde, avant de laisser la parole à nos merveilleuses startups qui vont me rejoindre sur scène. Juste un mot, c'est vraiment comme vous l'aviez dit tous, hein, c'est tout ce qui est Blue Tech ou Green Tech, c'est apporter une solution à des difficultés que auxquelles l'océan est confronté, ou la terre et le climat et autres sujets. Donc, réellement, un, c'est les solutions. Deux, c'est partager, ne pas laisser pour soi. Et nous sommes là pour être ce hub qui permet le partage. Donc, je vais ouvrir juste une petite parenthèse, que ce soit par le Forum mondial de la mer que j'organise au sein de mon association La Saison Bleue. On fait en sorte d'avoir un partage et une connaissance des acteurs tunisiens, mais aussi méditerranéens, ce qui fait que par la suite, ces propres startups peuvent se partager d'abord la connaissance, les fonctionnalités, partir dans d'autres pays pour dupliquer leurs solutions et avoir aussi des bailleurs de fonds qui leur demandent un accompagnement, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc vraiment, le partage en second lieu. Le troisième point peut-être, c'est quand au sein de la Tunisie, nous avons on est ingénieux, on arrive à trouver des solutions avec très peu de moyens et on étonne. Et c'est cet étonnement qu'il faut continuer à alimenter. Croyez en vos projets, soyez persévérants, ne baissez pas les bras, parce que effectivement, que ce soit Blue Tech, que ce soit Green Tech, on est là pour vous supporter et on est là pour vous permettre d'exporter votre solution, d'exporter votre projet. Donc, allez de l'avant, on est tous avec vous. Voilà, merci beaucoup, Aline. Oui, vous pouvez y aller, ne soyez pas timide. Justement, donc là, je pense qu'il faut être ouvert à l'innovation ouverte, déjà. Comme Madame a dit tout de suite, il faut vraiment être ouvert au partage, il faut partager, il faut chercher l'information et aussi, donc, il faut garder en tête que le changement commence par des petites actions. Donc aujourd'hui, on parle de transformation vers a better world, mais ce monde meilleur existe. On peut justement commencer par changer les pratiques de quotidien. Et c'est une invitation que justement, donc, même si je sais que c'est
like complicated and complex at the same time, mais justement donc des petits changements de mentalité, de consommation. Il faut justement savoir, d'où viennent nos produits, comment on peut, quels sont l'impact à l'environnement, à l'être humain. Il faut justement avoir cette culture et commencer ça par l'éducation de nos enfants, de nos voisins, de nos collaborateurs et collaboratrices. Voilà, donc c'est juste ça. Merci beaucoup, Imen. On passe rapidement à Noël. Noël, je sais que tu crois qu'on t'a oublié, mais on te voit, on te sent. C'est toujours plus délicat quand quelqu'un est à distance. Mais nous ressentons tes ondes, nous te voyons. Donc, si tu avais aujourd'hui un petit message pareil, positif à partager à ces entrepreneurs de la diaspora ou qui font le pont justement entre la France et la Tunisie, qu'est-ce que ce serait? Peut-être, ouais, un petit mot pour revenir peut-être sur un sujet sur lequel j'aimerais quand même réinsister, hein, c'est que ça va faire quoi? 1 an que dans la tech de manière générale, les valorisations baissent, s'effondrent un petit peu, et le seul secteur qui tient la route, c'est les green tech. C'est le seul où les valorisations des startups ont continué d'augmenter. S'il y a une raison, c'est parce que c'est rentable et on n'est plus du tout à l'ancien modèle des green tech un peu à la papa. Maintenant, on est sur des green tech qui sont indispensables pour le fonctionnement. Et donc, si je peux vous donner un conseil, alors plutôt au corporate, c'est regarder un petit peu dans vos achats, regarder dans vos intrants, dans vos consommations d'énergie, là où sont les postes les plus importants, électricité, gaz, pétrole, intrants alimentaires, eau. Et vous tapez réduction des consommations de le mot de l'intrant en question. Ouais. Vous tapez votre secteur et vous tapez Green Tech dans Google. Je vous garantis que vous allez trouver plein d'idées géniales qui, en plus, très souvent, sont rentables dès la première année. Et si vous le faites après vos concurrents, vous allez y perdre. Donc, ça vous prend 20 secondes, mais faites-le. Ça sera peut-être les 20 secondes parmi les plus rentables de l'année. Merci beaucoup, Noël. Regarde, tu as même le droit à des applaudissements virtuels. Et je vois Alexis qui se connecte. Hello, Alexis. Bonjour. Alors, merci beaucoup. Je passe désormais à Mohamed et Fatma pour clôturer cette séance. Alors, dans la continuité de ce qu'a dit Noël, en fait, Plaxi aujourd'hui cherche à rationaliser sa consommation d'énergie tout en touchant ayant un impact sur l'environnement. Oui. Je n'ai pas cité tout à l'heure d'autres startups avec qui nous avons tissé des partenariats stratégiques dans WaterSec pour tout ce qui est suivi et monitoring de consommation d'eau grâce à l'IoT. WhatNow, bien sûr, on est partenaire, ça fait un moment. Et aussi Cumulus, qu'on vient de signer avec, Oui. pour l'aspect transformation d'humidité en eau potable pour les salariés. C'est un objectif double, en fait, c'est de diminuer la consommation d'eau et en même temps les déchets en plastique qui sont une problématique mondiale. Diminuer la consommation de bouteilles en plastique, c'est très important. Donc nous, on essaie de chercher dans le tissu de start-up locales des startups innovantes dans la green tech ou dans l'environnement pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et en même temps, on contribue à les aider grâce à une source de revenus et en même temps du feedback pour améliorer leurs produits parce que c'est ça qui importe le plus. Et des entreprises comme Plaxi, qui sont multinationales, ont des ouvertures vers d'autres pays. Nous sommes présents dans plus de 30 pays, donc ça peut être on peut être un hub, on peut être une ouverture en fait pour ces startups-là pour adresser d'autres marchés. Pourquoi pas, et on sera l'ensemble du groupe. Tu veux absolument dire, l'ensemble de groupe. C'est génial ça. Vous avez entendu les Green Tech? 30 pays. Merci. Et gratuit. Ou pas. À peu près. Fatma, si tu veux bien clôturer. Oui, alors moi j'aimerais dire quelque chose, c'est que en fait j'aimerais vous inviter à avoir des ambitions encore plus grandes quant à votre impact. La plupart des entreprises souhaitent diminuer leur impact, celles qui sont un peu plus avancées souhaitent atteindre la neutralité carbone. Moi je vous dis, atteignons le net positif. Le net positif, c'est-à-dire les entreprises qui donnent encore plus à l'homme et à la planète que ce qu'elles prennent. Ce genre de modèle existe. Il y a pas mal d'exemples, il y a des livres sur ça. Vraiment, inspirez-vous de ça. Voyez ce que fait vos
vos concurrents, peut-être à l'international, exactement. C'est des choses qui se font. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire. Ça, c'est l'avenir. Et Donc, ça, c'est la un première autre chose. terme à garder en tête. Le En net plus, positif, net exactement. positif. Net On dirait positif. presque une lessive, hein. Net positif. C'est net Vous le positif. retiendrez? Ouais. Et la deuxième chose, vraiment, c'est d'avoir cet esprit de partenariat. Donc, start-up, entreprise, micro-business, gouvernement, association. Vraiment, notre force est dans notre union. Ensemble, on ira beaucoup plus loin et c'est ensemble qu'on va pouvoir bâtir le monde de demain. Topissime, bravo.